L'intrigue avance à pas d'escargot, ou à pas de Pokémon qui correspond à escargot, hein, si vous voulez faire un jeu de mots là-dessus, parce que ouais, c'est un truc qu'ils aiment bien faire, étant donné que dans ce monde, il n'y a pas les animaux typiques qu'on a nous, donc à chaque fois qu'ils font des références, genre, ah, t'as vraiment un œil de chat pour ça, t'as un œil de miaous pour ça, voilà, ce genre de conneries. C'est, donc ouais, je suis sûr qu'on pourrait trouver une expression équivalente, vu qu'il doit y avoir des Pokémon escargots dans le coin, bref. Ça commence quelques temps après donc la fin de l'affaire précédente où nos deux héros ne savent pas quoi faire après ce qui s'est passé puisqu'ils n'ont aucune autre piste ou quoi que ce soit et doivent attendre un petit peu que les choses arrivent. Avant de commencer sur l'intrigue, il faut que je parle rapidement d'un petit détail et qui m'avait échappé lors des 3 premiers chapitres, c'est le fait qu'on peut changer les textes et les voix pour ce jeu. Donc on peut avoir la version japonaise ou la version anglaise de base, donc la VO ou la VA. Et moi, j'avais par défaut la version anglaise du jeu. Et je vous cache pas que je préfère la VOST. Tant qu'à faire, autant prendre, si c'est pas la VF, même si à nouveau la VF n'est pas un automatisme, si c'est pas la VF, autant prendre la VO. Pas la VA, pas une autre version qui n'est pas originale mais qui n'est pas française parce qu'il y aura les mêmes problèmes d'adaptation qu'il y aura quand on fait une VF quoi. Donc ouais, je préfère la VOST. Et le truc par rapport à ça, c'est que ouais, vous n'avez pas été super clair sur cette option là quoi. C'est quelque chose vraiment en bas de page qu'on voit à peine, quoi. C'est un mini onglet à la con, et il faut qu'on le repère celui-là. C'est pour avoir affaire à cette option. Sinon, ben, on va se faire foutre, on est obligé d'avoir la VA. Et ouais, c'était un petit peu. Ça fait un peu chier quand même. Ça fait un petit peu chier quand même de pas avoir accès à ça de façon aussi évidente que le reste. Mais il y a d'autres jeux comme ça, hein. Et il me semble que j'ai eu d'autres jeux type les Fire Emblem et mince, je me souviens plus du nom, des jeux 3DS où il faut vraiment le chercher, l'option qui permet d'avoir la version japonaise et pas la version anglaise. C'est un truc qui me gêne un petit peu, je vous cache pas. Enfin bref, maintenant que j'ai la version japonaise, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est un petit peu mieux pour les personnages, non pas que la version anglaise était mauvaise. Et ouais, ça changerait en fait que le personnage principal, Tim, est assez plat. Hein. C'est pas un problème de doublage, c'est un problème de personnalité propre de ce qu'il dégage en tant que personnage. Quoi. La VO est peut-être un chouïa meilleur, mais ça arrange pas ça. Bref, maintenant que c'est dit, nos deux personnages sont en train de réfléchir sur un banc et c'est là qu'ils reçoivent un message du Pokémon oiseau de l'assistante de Harry et son associé parce que apparemment ils ont pas de téléphone. Non mais vraiment c'est le truc hein. Il y a le Pokémon oiseau qui leur délivre un message comme un pigeon voyageur et je me dis ok, vous n'avez pas d'autre moyen que ça, ok. C'est juste une petite c'est juste une petite excentricité peut-être de cette assistante, j'en sais rien. Ça s'appelle Amanda, je vais essayer de me rappeler son nom quand même parce que bon, elle est un petit peu importante. Bref, je sais pas, je trouve ça bizarre quoi. Qu'il n'y ait pas de téléphone portable dans cet univers, semble-t-il. Je sais pas, peut-être qu'il faudra attendre la 9e génération de Pokémon pour qu'il y ait un Pokémon téléphone portable. Il existe un Pokémon porte-clés, alors pourquoi pas, hein. Bref. Alors on est appelé au bureau de l'associé de notre père où le détective Holiday a des nouvelles sur l'interrogatoire de Carlos qui a été arrêté il y a quelques jours. Hein. On dit qu'il s'est passé un certain temps. Donc l'interrogatoire il a mis du temps à se faire apparemment. Et donc il dit pas grand chose à part des trucs qu'on sait déjà, c'est-à-dire que ouais, il a fait cet air là, cet élixir, le air qui rend les animaux berserk, les Pokémon berserk, en étant commandité par quelqu'un, mais il a jamais vu cette personne. Évidemment, le mystère reste entier. Il sait même pas si c'est un homme ou une femme. Évidemment. La seule information en plus qu'on a, c'est que ce air, cette espèce d'élixir, se fait à partir des cellules d'un Pokémon. On sait pas trop lequel. Et étant donné qu'on a vu Mewtwo dans la cinématique de fin de chapitre précédent, je pense que c'est ce Pokémon-là. D'ailleurs, je dis ça, mais on aura la confirmation à la fin de l'épisode. Hein. Donc, c'est un petit peu le problème aussi que j'ai avec ça, c'est que ça amène pas grand-chose cet épisode. On essaye de faire progresser un peu l'enquête globale, mais en fin de compte, on apprend des micros
information à la fin qui mène nulle part et honnêtement que j'avais deviné un peu depuis le début. Donc bref, on doit partir sur une autre piste, et la piste en question, c'est de partir à la recherche du professeur qui avait créé cette espèce de virus R avant, hein, donc c'est-à-dire dans les anciens locaux, dans les locaux où il y avait l'ancien laboratoire. Et ce professeur, dont on a eu son nom dans le chapitre précédent, il s'appelle Walls, et on sait qu'il habite sur une île qui s'appelle donc Capucci. J'ai le sentiment que c'est un référence au cappuccino, vu que Pikachu est fan de café. Ça m'a l'air d'être un peu ça. J'en sais rien. Est-ce que c'était déjà mentionné, cette île, sur un quelconque jeu Pokémon avant? Je pose la question rapidement comme ça. Mais bref, on décide de s'y rendre en étant amené par Amanda, donc l'associée, l'assistante du coin qui a son permis bateau et qui apparemment est une espèce de petit casse-cou qui aime la vitesse. Donc petit gag par rapport à ça. Et on arrive donc à cette île et qui est apparemment composée de 4 maisons et de 6 habitants, un truc comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'on voit en fait. Il y a une plage, il y a 4 maisons, il y a un charpentier, hein, donc je sais pas exactement où il vit ce type-là parce qu'on voit pas sa maison. et des maisons, et 4 maisons dans lesquelles livrer des trucs avec des habitants du coin. Voilà, ça c'est la composition de l'île. Waouh! Donc, franchement, on va rencontrer quelques personnages d'importance, et quand je dis quelques, c'est vraiment quelques, vu qu'on a déjà Louise, une entrepreneuse qui veut construire une station balnéaire ici. Il y a un Pokémon assez mignon qui brille par son odeur embaumeuse. Il y a donc le charpentier et ses Pokémon qui se chargent de livrer des caisses aux maisons qui en commandent. Donc, à nouveau, il y a 4 maisons. Donc les autres habitants dont on n'en a rien à foutre, hein, ils sont là histoire de dire, hein, ils ont quelques petits témoignages qui valent un peu le coup, mais sinon il n'y a aucune personnalité ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment on tombe sur un Pokémon qui s'appelle Quanton, qui est un putain de canard qu'on a peint en bleu, hein. Créativité, hein. Ouh. Vous savez que ça existait déjà les Pokémon tirés des canards, avec Canard-Tichot, qui lui est un petit peu créatif au moins. Là non, c'est un putain de Pokémon canard, peint en bleu. Et donc c'est un Pokémon qui est assez blessé, assez mal en point, et c'est là qu'arrive un garçon dont j'ignore le nom, enfin j'ai pas retenu son nom, je m'en fous, je crois que c'est Milo, un truc comme ça. On va dire que c'est Milo, si je me trompe c'est pas trop grave, et donc ouais, ce Milo est un Pokémon Ranger, celui qui s'occupe des Pokémon sur l'île. Et depuis quelques temps, il y a de plus en plus de Pokémon qui sont un peu blessés suite à ce qui arrive sur la plage du coin. Il y a des phénomènes un peu bizarres et de la brume qui se forment. D'ailleurs, ça va être en lien avec Walls, le professeur qu'on cherche, puisque Milo est assez proche de ce professeur pour une raison X. Je veux dire, on montre à aucun moment ce qui fait que Milo est attaché à ce professeur particulièrement, mais il est attaché à ce professeur, voilà, hein, c'est histoire de dire. Ça n'a pas l'air d'être son fils, ou son petit-fils ou quoi que ce soit, c'est pas particulièrement dit, donc voilà, il est attaché à ce vieux type parce que merde, voilà. c'est le détail, je sais pas pourquoi on a fait ça comme ça, vous auriez pu créer une petite backstory qui explique pourquoi il est attaché à lui, mais non. Et Walls est un peu suspecté des mauvaises choses qui se passent sur la plage avec les Pokémon qui se font blesser, parce que bon, il a son passif avec ce qui est arrivé au laboratoire il y a 10 ans de ça, et l'accident qui est survenu, on lui met tout sur le dos, et donc on se dit, ah c'est forcément lui. Voilà, donc il y a le policier du coin, Brad, qui s'appelle, le mec a l'air suffisant, mais à l'extrême, genre c'est lui le coupable, qu'est-ce que tu crois? Je croyais qu'on pouvait pas faire plus hautain que Wallace dans le chapitre précédent, mais là on fait encore au-dessus, donc c'est un mec qui se dit ah c'est forcément lui, parce que là on l'a vu aller à plusieurs reprises sur la plage, et donc ça veut forcément dire que c'est lui. Logique! Ah là là, c'est super de se sentir être un détective quand la police est incompétente. Ça fait partie des petits problèmes que j'ai dans certains de ces jeux, certaines de ces histoires-là où on incarne un enquêteur, où la police est souvent à 10 crans en dessous et ne démord pas d'une idée stupide, parce qu'ils sont pas foutus de réfléchir plus que ça.
C'est un truc qui me plaît dans l'anime Détective Conan, par exemple. C'est que la police est compétente. Elle sait faire pas mal de choses. Et elle montre qu'elle n'est pas là pour rien. Mais à chaque fois, on a droit à ce genre de merde dans énormément de cas où la police, c'est juste des gros nazes qui sont pas foutus de réfléchir plus loin que ça. Ils se disent « Ah, une petite preuve circonstancielle que c'est lui. C'est lui !» Profilage, on va pas chercher plus loin. Je suis un policier. Pas fan de ça, pas fan de ça. Enfin bon, il est accusé d'être à l'origine des problèmes qui surviennent au lac du coin. Je dis la plage, mais c'est plutôt un lac. Et on va être obligé d'enquêter parce que, bien entendu, la police n'est pas foutue de faire son boulot correctement. Hein. Évidemment, évidemment. Et sachant que, oui, il y a des problèmes liés à des Pokémon et il n'y a aucun expert Pokémon qui vient voir ou quoi que ce soit. Mais non, hein, c'est le seul un tout petit peu expert Pokémon là-dedans, c'est Milo qui va nous accompagner pendant notre voyage. Et... Alors, sachant que donc il y a une brume qui se forme et qu'il y a une espèce de forme un petit peu bizarre, une espèce de cieux qui transparaissent là-dedans et ça fait un petit peu peur. Au début, je me suis dit, attends, ça va pas encore être des ectoplasmas quand même. Mais non, ça va être autre chose et ça a été plutôt intelligent, je vous cache pas. Mais bon, on n'y est pas tout de suite, il faut se rendre au lac. Seulement voilà, on ne peut pas s'y rendre directement. C'est pas aussi simple, merde. Le pont est cassé, donc on est obligé d'attendre qu'il se répare. Il sera réparé après, bien entendu, qu'on aura fait tout le long chemin pour s'y rendre, évidemment, évidemment. Et on est obligé de suivre un sentier caché. Milo nous parle d'un sentier caché qui permettrait d'aller au lac, et c'est là qu'on accède à l'énigme forcée numéro 43, qui consiste à d'abord savoir où se trouve ce sentier caché. Alors, je me doute que du point de vue de notre héros Tim, c'est pas forcément évident, mais d'un point de vue gameplay, il y a un seul endroit qui correspond à ça. Il y a un seul endroit où on semble pouvoir se rendre un peu plus en profondeur, mais on n'y va pas tout de suite parce qu'il faut qu'on confirme bien que c'est là. Mais je vous rassure, on va pas être à court d'énigmes. Là, c'est clairement pour remplir l'épisode, le chapitre, parce que sinon il serait un peu trop court pour eux. Et donc, on doit trouver un parchemin qui a été distribué aux jeunes avant pour trouver la trace de ce sentier caché. Donc, il faut qu'on trouve l'énigme qui indique donc qu'il y avait une stèle précise, mais cette stèle a été cassée, donc on a fini par comprendre que c'est bien cet endroit-là qui était évident pour le joueur, qu'il faut emprunter. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que maintenant, il y a un système de chemins. Il y a toujours 3 chemins par 3 chemins. Et à chaque embranchement, il faut savoir quel chemin prendre. Et il faut utiliser donc le parchemin qu'il nous a donné avec des indices et tout. Je vais vous la faire courte, hein, c'est pas trop mal. Vraiment, en termes de réflexion, ça allait. Au début, après, ça devient un peu facile. Mais le truc, c'est que c'est un système de couleurs. Il y a des statues de Pokémon à chaque début de chemin. Et il faut aller dans la direction qui correspond à la couleur qu'on cherche. Voilà, donc il y a un ordre de couleurs qu'on doit découvrir, et il faut trouver le Pokémon qui correspond à la bonne couleur. Alors, le premier chemin, il faut suivre le Pokémon. Alors, c'est quoi déjà son nom? Il faut que j'en parle celui-là, parce qu'il était pas mal aussi. C'était Tropius. Un Pokémon plante qui a des bananes au menton. Wouh! Banane au menton. Vous êtes vraiment à court d'idées des fois, hein. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup un autre Pokémon plante. Si ça se trouve, c'est, je sais pas, une évolution de ce Pokémon, ou une évolution alternative du Pokémon de base, j'en sais trop rien, mais c'est le même genre de Pokémon plante que j'ai déjà vu, mais avec des bananes au menton, en fait. Il s'est fait une barbiche en banane. Il y a de ce design vraiment. Enfin bon, ça c'est le premier chemin. Après les autres chemins, il y a des logiques très simplistes à suivre pour arriver à trouver la bonne voie qui correspond à la bonne couleur du Pokémon. Et au bout d'un moment, on finit par tomber sur le lac. Enfin, on arrive au lac et par comprendre ce qui cause cette brume et ce qui est à l'origine des problèmes de Pokémon. Alors, le lac en question, il est habité par des... Muscadra qui sont pas mal en termes de design, j'ai bien aimé. Donc je vous avais parlé de ces espèces de formes bizarres avec des yeux dans la brume, et ben en fait c'est eux, c'est des espèces de papillons qui ont des ailes qui ont la forme très suggestive d'yeux, et donc lorsqu'ils créent de la brume, parce qu'ils ont cette possibilité là, ils ont l'air d'être beaucoup plus effrayants qu'ils ne le sont. Alors j'ai trouvé ça intelligent comme design.
C'est histoire de dire quand même que c'est pas pour cracher que sur des designs mal faits, ça c'est un très bon design. Voilà, j'ai bien apprécié ça. Donc ils ont créé cette brume parce qu'ils ont peur. Mais maintenant qu'on les a un petit peu rassurés, la brume en question disparaît et ils racontent un petit peu le truc. Ils sont attaqués par un Pokémon qui est un petit peu violent. Et le Pokémon en question c'est... Colomar. J'adorerais être à la réunion des gens qui doivent repenser au nouveau nom français des Pokémon et trouver des jeux de mots à la con. Parce qu'ils doivent se marrer, je pense. Hein. Donc, Colomar. Un Pokémon homard mutant, il me semble qu'il vient de la seconde génération, celui-là. Ouais, moyen, je trouve, en termes de design. Mais bon, hein, c'est pas pire que d'autres. Hein. Donc, voilà, il est énervé parce qu'il s'est retrouvé là sans qu'on sache trop comment. C'est pas du tout son territoire. Et c'est quelqu'un qui est très accroché à son territoire. Donc, il est très violent envers ceux qui l'embêtent. C'est la raison pour laquelle il a fait peur aux Pokémon papillons et qu'il a blessé d'autres Pokémon. On vient donc rapporter ça à Brad le policier, et Brad se dit « Attends, ça prouve absolument pas que Waltz n'est pas le coupable !» Ça aurait très bien pu être lui qui a amené ce Colomar ici. Donc, on est obligé de faire davantage d'enquêtes, sachant que lui, il est juste voué à prouver que c'est lui, et donc à croire bêtement les premiers trucs qu'il voit. À un moment donné, il va tomber sur une caisse, des débris de caisse, avec un symbole de rond qui correspond au symbole devant sa maison, et se dit ouais c'est le même symbole donc c'est forcément lui. Une fois de plus, preuve circonstancielle, on saute aux conclusions. Grand policier qu'on a là. Donc, on doit faire des enquêtes et se renseigner un petit peu sur les habitudes de livraison qu'on a. Parce que voilà, il y a le maître charpentier qui se charge aussi des livraisons de colis. Je sais pas exactement, c'est peut-être pas forcément son titre, mais bon, j'ai pas suivi en détail. Et donc, il y a un système qui est très con, qui consiste à livrer des colis aux maisons avec le symbole correspondant. Donc, il y a un symbole de rond, de croix, de triangle et de carré. Voilà. Et comme sur les touches de ma 3DS, c'est incroyable. Et donc, ouais, les Pokémon sont apparemment très cons et qui s'en chargent de ça, oui, c'est des Pokémon livreurs, quoi. Ils sont trop cons pour arriver à retenir une adresse dans une île qui n'a que 4 maisons à nouveau. J'en sais rien, peut-être que c'est les seules maisons qu'on voit et qu'il y en a des tas d'autres à part, mais ça fait un peu bizarre, quoi, que comme par hasard, les seuls endroits auxquels ça a été livré, ça a été aux 4 maisons qu'on peut voir, quoi. C'est un peu facile, quand même. Bref. Et ils sont pas foutus de retenir une adresse, et donc la façon qu'ils ont de savoir quelle maison doit recevoir quel colis, c'est de créer, c'est d'aller voir la maison où il y a le symbole en question. Chaque maison, chacune des 4 maisons a son symbole devant, et donc ils savent à qui livrer quoi, grâce à ça. Et donc, tout le monde a reçu les colis qui étaient prédestinés, sauf... notre ami Waltz qui n'a rien reçu malgré le fait qu'il y a une livraison qui était censée lui être destinée. Alors est-ce qu'il ment? Est-ce que ce serait vraiment lui? Bien sûr que non. Sachant que le coupable est super évident. J'en parle tout de suite parce que vraiment il n'y a aucun autre suspect possible. On développe aucun autre personnage en dehors de celui-là, donc c'est clair et net que ça va être ce personnage-là, le coupable. Mais voilà, je vous ai parlé de Louise, l'entrepreneuse, et ben c'est elle. C'est évident que c'est elle, parce qu'elle veut construire une station balnéaire. Il y a rapidement notre vieux Waltz qui dit « Ah, j'ai refusé de lui céder les droits de ma maison pour qu'elle construise sa station ici, donc ça n'a pas l'air de lui plaire. » On raconte à un moment donné qu'elle a aidé au tri des cargaisons le jour des livraisons. Et donc, c'est elle! Il y a personne d'autre qui est mis en avant, c'est Louise, quoi. Le comment se devine ultra facilement, le mobile aussi, on le dit rapidement. Elle voulait construire sa station balnéaire, mais le vieux qui était plus proche de la nature et de son habitation était pas prêt à céder les droits de sa baraque. Oh, ça lui a pas plu. C'est le genre de truc que j'ai dû voir dans des dizaines de films familiaux à la con où on n'a absolument aucune idée de comment créer un méchant un tant soit peu original et bien pensé, et c'est le méchant entrepreneur et qui veut prendre possession du terrain où se trouve notre héros qui est proche de la nature, qui est proche des choses vraies et tout. C'est basique et chiant comme mobile, merde. Vous pouviez pas trouver mieux que ça. C'était naze.
Enfin bon, on sait tout de suite que c'est elle, mais on est obligé de passer par des tonnes de délires à la con pour arriver à le prouver, à retrouver sa trace. Et c'est ça qui est dingue, parce que contrairement au chapitre précédent, bon, j'avais un peu deviné un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, que ce serait qui serait le coupable, mais c'était pas non plus la chose évidente, la chose qui me permettait de dire, oui, c'est forcément elle, il y a qu'elle qui est mise en avant. C'est pas le cas. Là, il y a qu'elle qui est mise en avant, il y a qu'elle qui est possible comme suspecte, quoi. Enfin bref, on finit par trouver les morceaux de la cargaison du colis qui a été utilisé pour livrer Colomar sur la plage, je vais avoir du mal à retenir ce nom, je sais pas pourquoi, et la caisse en question est en 1000 morceaux, et pour ça il va falloir faire un petit puzzle pour remettre en place le symbole qui est dessus. Et quand je dis petit puzzle, c'est petit, hein. Il y en a 4 pièces de merde pour arriver à remettre en place un cercle. Ouah, c'est dur. C'était dur. Ouh. Ce qui était le plus chiant, c'est la façon dont c'était amené. C'est un petit détail de gameplay, c'est pas gravissime, mais en général, il faut taper sur l'onglet piste qu'on a en bas dans notre écran du bas pour accéder à la piste et faire les déductions. Là non, il fallait sélectionner un objet sur la plage pour mettre en place ce mini-jeu de reconstitution. C'était un peu bizarre à comprendre ça, j'ai mis un peu de temps à le saisir. En plus pour rien quoi, j'aurais très bien pu faire ça tout de suite, mais bon, voilà. Et le truc par rapport à ça, c'est que j'en ai pas parlé, mais si les Pokémon livreurs ont été amenés sur la plage et pas à la maison de Waltz, c'est parce que c'était pas tout à fait un cercle le symbole. C'était ce qu'ils appelaient un donut. Ils ont vu un symbole de donut et ils ont su qu'il fallait aller là où se trouvait le symbole de donut. Et petite question toute conne, le symbole de donut, on verra, c'est sur la plage, à un endroit précis. Comment vous avez su au départ que ce symbole se trouverait là, si c'était la première fois que ce symbole était posé, et que donc vous l'aviez jamais vu dans notre maison avant? Comment vous aviez su qu'il était forcément là, ce symbole en fait? C'est cette espèce de pancarte avec le symbole du donut là. Parce que pour moi c'est pas logique, du tout, hein. Je sais pas, c'est des Pokémon sensoriels qui ont cette capacité de discerner où se trouve certains symboles sur l'île. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre quand on y pense, hein, c'est pas super clair. Mais ouais, donc on finit par reconstituer le symbole de donut grâce à ça. Ou un anneau si vous préférez, hein, c'est la même chose. Et on décide un petit peu de pister ça, de retrouver la trace de la pancarte, parce que c'est pas aussi évident que ça, et en donnant donc une cargaison avec le symbole de note dessus, et en suivant les Pokémon qui vont livrer ça. On peut pas juste demander aux Pokémon où est-ce que vous avez livré la caisse. Non, 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 on vous donne ces caisses, livrez-les au même endroit qu'avant. On se complique la vie pour rien en fait, hein, c'est ça le truc. Et donc ils finissent par se rendre à l'endroit précis, seulement cet endroit est gardé par Colomar, qui est toujours en mode vénère, je m'en prends à tous ceux qui m'approchent, et donc on ne peut pas le passer tout de suite. Mais c'est là que, et je vous avais pas parlé, il y a un Pokémon poisson qui est intervenu à plusieurs moments, et lorsque ce Colomar décide de s'attaquer à Milo qui essaye de le pousser du chemin, le poisson décide de le sauver en prenant le coup à sa place, et suite à ça, il évolue par la force de la volonté en voulant protéger son ami. C'est basique, hein, j'ai vu ça plusieurs fois dans la série Pokémon, hein, donc c'est bien, ça fait un petit rappel de nostalgie pour moi, c'était sympa, et il évolue en un Pokémon super classe, avec une attaque de ouf. C'est exactement la même chose que Légator en fait, hein. C'est clairement un Pokémon qui a été pensé pour faire un gros parallèle avec Légator. Et ouais, une fois transformé, il lamine le Colomar qui reprend un peu ses esprits et se calme. Mais bon, ça sert plus à rien maintenant, on n'en a plus rien à foutre de celui-là. Et on arrive enfin à trouver l'endroit où elle est à la pancarte. Cette pancarte qui a une odeur particulière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? Est-ce que ce serait en lien avec le seul personnage de l'île qui a un Pokémon dont on a insisté sur le fait qu'il sentait bon? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et pourtant, ça suffit pas pour faire notre conclusion à l'Hercule Poirot. Faut continuer à faire des petites interrogations et trouver la piste qui correspond pour bien mettre en avant cette odeur précise. Et cette odeur précise, on l'a mis en avant avec un Pokémon chien qui est allergique à l'odeur du Pokémon de Louise, et en le faisant sentir le panneau, on découvre qu'il est aussi allergique à cette odeur-là, donc on se dit « Ah, c'est forcément elle ». Eh ben, dis donc, hein. J'imagine aussi qu'ils n'ont pas de technique de recherche d'empreintes ou quoi que ce soit dans ce monde, hein, évidemment, hein.
Ils sont beaucoup plus intéressés par les Pokémon, donc ce genre de trucs scientifiques de police, ça se fait pas trop, j'imagine. Bref, c'est là qu'on se la joue donc Hercule Poirot à réunissez tout le monde, c'est-à-dire quasiment personne. Il y a Milo et Waltz, il y a l'inspecteur Brad Hautain, et il y a donc Louise. C'est tout, c'est les seules personnes un peu importantes qui sont mises en place. Même le charpentier est pas là. Vous auriez pu au moins laisser une idée pour lui? Non, même pas, il est pas là lui. Donc, on doit accuser quelqu'un, je me demande bien de qui il s'agit, hein. Oh. Les conclusions sont plutôt évidentes, contrairement au chapitre précédent, une fois de plus, où il y avait un peu de réflexion mise en place. Hein. Je trouvais que c'était pas évident les indices qui sont mis en place pour comprendre de façon claire et nette, pour pointer de façon claire et nette le coupable. Là, c'était ultra évident, hein, mais vraiment fastoche de chez fastoche. Donc, ouais, Louise avoue son crime, elle est arrêtée. Ah, je voulais cette station balnéaire plus que tout. Ah, je suis une méchante entrepreneuse. Et grâce à ça, donc, Waltz est content. Il a retrouvé foi en l'humanité. Il le dit à un moment donné. Oui, grâce à toi, j'ai retrouvé un peu foi en l'humanité. Ah, super, merci. C'est bien de voir qu'on est les seules personnes un peu décentes dans le coin. Ah, ouais, les policiers sont pas du tout réfléchis, ils n'essayent pas de faire des enquêtes tant soit peu recherchées, évidemment. Évidemment. Et c'est là qu'il finit enfin par nous donner des informations que j'avais deviné un petit peu, hein, je vous cache pas. Et ces informations en question, c'est pas grand chose en fait. Il dit juste qu'Harry, le père de Tim, est venu le voir avant. Ok. Donc il a un peu enquêté là-dessus, c'est un peu normal donc qu'il soit venu le voir avant, c'est pas aller plus loin que ça, et il raconte pas grand-chose là-dessus, à part qu'il a jamais rencontré Carlos ou quoi que ce soit, donc il a absolument aucune idée de ça, hein, et donc on s'en doutait un petit peu, puisque Carlos a repris des travaux qui avaient été laissés au laboratoire, donc il n'avait pas besoin d'aller voir ce type, et il lui dit que ce poison, ce R, a été conçu à la base à partir de cellules d'un Pokémon. On voulait le concevoir à partir des cellules du Pokémon Mew, mais apparemment ils n'ont pas pu pour une raison qui n'est pas expliquée, et donc ils ont dû faire un Pokémon clone de Mew qui s'appelle Mewtwo pour avoir les cellules en question. Ah, je l'avais pas vu venir avec la fin du chapitre précédent, dites-moi. Et donc ouais quoi, c'est la seule chose qu'on apprend réellement, que ça provient des cellules de Mewtwo. Et en toute sincérité, si c'est seulement pour ça, il n'y avait pas besoin de faire toute cette histoire à la con, hein. Je vous jure, il n'y avait pas besoin d'aller sur cette île de merde juste pour avoir cette information en plus. Avec la silhouette de Mewtwo qu'on a vue dans le chapitre précédent et le fait que ça a été dit juste rapidement que c'est tiré de cellules d'un Pokémon en début de chapitre, ça aurait largement suffi pour amener les choses et il n'y avait pas besoin de cette confirmation à la con pour se dire ok ça va forcément être important. On aurait pu le deviner par la suite, ça aurait pu être révélé au moment où Mewtwo se pointera devant nous ou une connerie comme ça. Non, il fallait qu'on ait cette enquête à la con qui durait des plombes pour pas grand chose pour avoir ce supplément d'informations minime qui honnêtement aurait pu être dévoilé bien plus tard en plus d'autres choses. Donc merci pour rien enquête, hein, c'était vraiment génial, vraiment génial. Enfin bref, la dernière chose qui nous apprend, qu'on aurait pu apprendre de quelqu'un d'autre au passage, c'est que après avoir enquêté auprès de Waltz, Harry a dit qu'il avait une piste concernant un parc qui s'appelle Fine Park. Et la question que je me pose, c'est comment ça se fait que l'associé de Harry n'en ait pas été au courant? Voilà, je pense que Harry l'aurait dit, il aurait pu laisser des notes là-dessus, Harry ou quoi que ce soit, mais non, il fallait qu'on l'apprenne de lui, parce que c'est histoire de donner une espèce de semblant d'importance à cette enquête, et vraiment, c'est pas logique pour moi. Ça se termine cet épisode avec nos héros qui retournent sur la terre ferme après avoir quitté l'île, et où Pikachu a des flashbacks de ce qui s'est passé lorsqu'ils ont enquêté auprès de Waltz. Je vois pas de grandes nouveautés par rapport à ça, mais ouais, c'est un petit peu énigmatique, c'est cool de voir qu'il y a ces souvenirs qui reviennent par bribes. Et ouais, j'ai oublié de parler d'un truc au tout début. Ouais, avant de partir, avant de partir pour l'île, au tout début de l'histoire, on faisait notre petite pause café à chaque fois. Il va y avoir ce petit moment où on sera au café d'en bas.
Et il y a le propriétaire du café qui dit qu'il va bientôt y avoir un carnaval et que son Pokémon est super content d'avoir à y participer. Et lorsque ce Pokémon danse, il est encore plus moche, je trouve. Et surtout, ouais, ça sent le truc qui va être mis en place. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura ce carnaval à Fine Park dans le chapitre qui vient, ou dans un chapitre futur, nous verrons bien. Mais voilà, il y a un carnaval Pokémon qui va avoir lieu dans pas longtemps. Voilà, histoire de dire. Mais c'est bien de mettre en place ça, quand même, de mettre en place certains trucs. Mais voilà, je le tiens à le dire, vraiment, c'était très superflu ce truc. On essaye de donner une micro-importance, un semblant d'importance à ça, mais ça n'a absolument aucune importance parce que les informations qu'on a, on aurait pu les avoir soit plus tard, soit beaucoup plus facilement via autre chose. Et tout ça pour amener à une enquête complètement hasardeuse qui n'a absolument rien à voir avec l'affaire en question. C'est pas du tout lié avec le virus du R ou ce sale méchant qui veut rendre les Pokémon berserk ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Donc c'est juste une grosse enquête parenthèse qui s'étendait un peu pour pas grand chose. Et moi, c'était une légère perte de temps. Après, en termes de gameplay, ça allait, il y a pas mal de logique qui était sympathique à suivre, de conclusions à faire qui étaient sympas, quoi. Il y avait un peu de réflexion. Malheureusement, pas pour la grande énigme de qui a fait ça, parce que c'était super évident, mais il y avait pas mal de réflexions intéressantes quand même. Mais c'était un petit peu forcé sur le coup. Énormément de trucs rajoutés pour le rajout, mais bon, ça c'est un peu, c'est un peu constant. Mais là, il y en avait beaucoup quand même par rapport au chapitre précédent où c'était assez minime par rapport à la grande enquête. Là, il y avait beaucoup de trucs qui étaient vraiment rajoutés histoire d'être rajoutés. Et ouais, ça faisait très étalage pour rien en fait. Et sincèrement, pour ce qu'on a appris à la fin, ça restait correct une fois de plus parce que, à nouveau, il faut voir ça en termes de gameplay. C'était un peu intéressant à jouer. En termes de logique, c'était clairement pas la meilleure enquête. Honnêtement, je crois même que j'ai préféré l'enquête numéro 2, même si elle était très courte, au moins ça rimait à quelque chose de faire cette enquête, vous voyez, mais ouais, il y avait beaucoup de perte de temps là-dedans, et ce qui fait que ouais, c'est pas fameux ce chapitre-là. Mais nous verrons bien ce qui se passera dans le chapitre 5, à très bientôt, au revoir.